Ça me permet d'appeler Jean-Philippe Rigaud, donc on va lui demander de venir à la tribune. Donc ce n'est pas une table ronde, c'est un point de vue spécifique, mais qui répond totalement à la thématique de la journée. Donc je lui passe la parole. Voilà, Jean-Philippe Rigaud, donc je suis médecin réanimateur au centre hospitalier de Dieppe, dans les contrées septentrionales de la région. Je remercie Grégoire et son équipe pour m'avoir invité à parler d'un sujet qui me tient un petit peu à cœur, donc qui est d'anticiper la prise en charge en réanimation dans le parcours de soins. On a parlé de parcours de soins tout au long de la matinée, d'organisation du parcours de soins. Mais on parle aussi de proximité, hein, c'est un mot que j'ai entendu toute la matinée. Et là, comme pour revenir sur la réflexion de Thierry Grenier ou celle de Clémence tout à l'heure, parlant des relations et de la proximité entre professionnels de santé pour organiser justement ces parcours de soins. Grégoire m'a demandé de faire ce topo. Il préparait son forfait depuis près d'un peu plus d'un an, hein, puisque l'anticipation de la prise en charge en réanimation dans un parcours de soins était déjà dans les tiroirs. Et pour vous parler de la réanimation que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, c'est tout d'abord un service extrêmement technique avec des patients sévères, patients qui sont relativement âgés, de plus en plus âgés, qui ont des comorbidités lourdes, vous le savez, de plus en plus avec l'âge. Et c'est un service où on dispense des suppléances, souvent très sophistiquées, des fonctions vitales. Les services accueillent ces patients et leur évolution, leur parcours dans nos unités est grevé d'une mortalité lourde, 20%. Et cette mortalité s'altère, augmente avec dans le même séjour hospitalier. 10 à 15% des patients qui ont séjourné en réanimation vont décéder avant la sortie de l'hôpital. La plupart des décès qui ont lieu en réanimation font l'objet d'une procédure, d'une décision qui fait suite à une procédure collégiale, décision d'arrêt ou de limitation des soins, et pour laquelle les services de réanimation, les réanimateurs, les équipes de soins ont acquis une expertise depuis le milieu des années 2000. Les patients qu'on accueille en réanimation sont essentiellement, dans une grande majorité des cas, des patients qui ont des défaillances d'organes qui compliquent des pathologies chroniques. Hein, comme vous le voyez sur la diapositive, les intoxications, l'infection sévère, les traumatismes sont des pathologies aiguës imprévisibles. Et par contre, la majeure partie de ces défaillances d'organes compliquant des maladies ce risque de complications est particulièrement ignoré, méconnu des patients et des proches. Et il est impossible pour eux, dans la mesure où ils ne connaissent pas ce risque, d'anticiper la mise en œuvre d'un traitement lourd qui pourrait être jugé alors disproportionné par eux-mêmes ou par leurs proches. Et il est impossible à ce moment-là pour le patient d'exprimer des souhaits relatifs à cet aspect de leur prise en charge en milieu de réanimation. Personne dit à un insuffisant cardiaque qu'il risque un jour de se retrouver en défaillance respiratoire, ayant besoin d'assistance respiratoire, ayant besoin d'une ventilation, voire d'être intubé dans un service de réanimation. C'est juste qu'il a une défaillance cardiaque, que cette défaillance cardiaque va peut-être lui nécessiter un traitement, mais on n'anticipe pas la possibilité, l'éventualité d'une décompensation aiguë sévère qui conduise en réanimation. Il existe un paradoxe en réanimation, c'est que le patient, lorsqu'il est admis dans un service de réanimation, est probablement incapable, la plupart du temps, d'exprimer ses souhaits, du fait soit des traitements sédatifs, le fait qu'il soit endormi ou sédaté, ou de la pathologie qui conduit à un état comateux ou à des troubles de la conscience. Lorsqu'il est en état d'exprimer ses soins, il est alors dans une phase de guérison qui, le plus souvent, s'accompagne du sevrage, est au moment du sevrage des traitements de suppléance. Et à ce moment-là, on imagine souvent que les souhaits du patient qu'il aurait pu exprimer a priori pourraient être en contradiction avec son évolution clinique. Je ne voudrais jamais être hospitalisé en réanimation. Une fois que j'y suis passé, je vais mieux, je vais peut-être accepter finalement ce passage en réanimation. C'était une mauvaise idée ou une mauvaise impression que j'avais de la réanimation.
La situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve le patient lorsqu'on discute de sa maladie peut l'empêcher de toute projection vers l'avenir. En effet, le fait d'être dépendant, le fait d'être en situation de dépendance vis-à-vis de sa maladie, des examens complémentaires, de traitement, peut l'empêcher de se projeter un peu plus loin. Mais le passage en réanimation, parfois, peut permettre à un patient de retrouver un élan vital parce qu'il sera été amélioré par une prise en charge ventilatoire, une prise en charge d'une fonction, d'une insuffisance rénale, va améliorer sa qualité physique ou psychique. On le voit très bien avec nos patients insuffisants rénaux chroniques. À partir du moment où on les met en dialyse, ces patients améliorent leur qualité de vie, leur fatigue, leur tolérance même alimentaire. Et donc, la prise en charge en réanimation, c'est quelque chose qui est extrêmement délétère pour le patient, hormis le fait qu'on arrive quand même à sauver un certain nombre de patients. Ça génère du stress et de l'anxiété pour le patient et les proches. Le patient est dans une situation de dépendance que vous imaginez, dépendance au traitement, dépendance à l'équipe soignante, aux médecins, dépendance également simplement des horaires de visite par rapport aux horaires de visite de ses proches. Les proches sont dans une situation, on parle beaucoup des patients, mais les proches en réanimation vivent des véritables parcours du combattant, voire des calvaires, puisqu'ils sont dépendants de l'évolution du patient et l'incertitude qui est liée, sont dépendants des informations, du contenu de l'information que vont leur donner les soignants et les médecins. Les soignants peuvent rencontrer également des situations de vulnérabilité vis-à-vis d'un engagement thérapeutique qui peut ne pas être partagé par tous. Et puis, il a été montré aussi que parfois, pour certains patients, et ça c'est des publications nord-américaines récentes des dernières années, ont montré que la prise en charge dans un service de soins intensifs pour des patients qui présentent une pathologie néoplasique avancée a entraîné une moindre qualité de la vie et voire de la fin de vie. L'admission en réanimation se fait de façon urgente la plupart du temps, vous le savez. On est confronté à une détresse des patients, des proches, des équipes soignantes. On a souvent, bien sûr, parce que la proposition ou la demande d'admission en réanimation se fait souvent dans des horaires de garde, de week-end, de fête. Je regarde Cédric qui connaît bien ce sujet-là également. Les dossiers sont souvent peu ou pas renseignés, les projets de soins de soins sont peu ou pas connus. On ne méconnaît les souhaits des patients qui les ont probablement peut-être pas exprimés. Les proches ne sont pas là, les personnes de confiance, vous savez qu'on en retrouve peu. Les directives anticipées, c'est également encore pire. On en retrouve peu et on ne connaît pas les projets du patient. Les intervenants, en l'occurrence les réanimateurs, sont souvent isolés dans ces situations. Et bien entendu, il n'est pas possible de mettre en place des procédures collégiales en urgence. Le réanimateur craint alors de générer une perte de chance pour le patient si on ne le prend pas en réanimation, mais il peut craindre aussi d'engager des soins disproportionnés et d'évoluer vers une situation d'obstination déraisonnable. Mais aussi, on peut exposer patients, proches et soignants, équipes soignantes, à des changements brutaux, des projets thérapeutiques. En l'occurrence, on peut imaginer un patient pour lequel qu'on prendrait en charge en réanimation, alors que finalement l'atmosphère générale serait d'une non-escalade des soins, ou l'inverse, de ne pas prendre un patient pour lequel il y a un réel projet thérapeutique, mais qui est méconnu ou ignoré. Comment attendre des patients qu'ils se déterminent quant aux conditions de leur prise en charge, et en l'occurrence, je dirais le cas de leur fin de vie, alors même que les médecins n'ont pas défini le cadre des soins en cas d'une défaillance d'organes aigus, d'une complication, d'une maladie chronique. Et comment décider dans une situation aiguë de défaillance d'organes, d'une limitation dans un arrêt des thérapeutiques sans que le patient ou les proches n'aient été informés ni associés à cette réflexion. Donc l'idée est d'impliquer le réanimateur dans une concertation anticipée parce que c'est définir un niveau d'engagement thérapeutique, le définir a priori ou l'appréhender, établir la pertinence des suppléances à des moments précis du parcours de soins, c'est important. C'est peut-être on va dire qu'on va ventiler ce patient, peut-être le dialyser ou ne pas le dialyser ou ne pas l'intuber. Discuter également la légitimité à répéter ces suppléances d'organes. En l'occurrence, est-ce qu'on reprend ce patient en charge
parce que c'est son 5e séjour de l'année dans un service de réanimation. Il fait sa 5e décompensation respiratoire, il fait sa 5e poussée d'insuffisance cardiaque. Est-ce qu'il faut le reprendre en réanimation et continuer à engager des soins? On va nécessairement, comme la réanimation, vous le savez, sauve des vies, maintient la vie. On peut aborder effectivement la question de la fin de vie à l'occasion de cette concertation anticipée et puis bien sûr appréhender les souhaits des patients et de ses proches. Et le réanimateur apparaît probablement l'interlocuteur le plus adapté pour parler de sa spécialité de réanimation. Expliquer ce que l'on peut faire, c'est expliquer aussi ce qu'on ne fera pas, pourquoi on ne le fera pas, pourquoi il ne sera pas raisonnable de le faire, il ne serait pas raisonnable de le faire, et puis orienter vers ce que l'on peut proposer si on ne le fait pas, comme évoquait notre patiente tout à l'heure en parlant des soins palliatifs, par exemple. Être réanimé ou ne pas être réanimé, c'est la question. Et l'actualité rejoint ce colloque. Vous avez le 9 avril dans Libération cette chronique d'Éric Favreau, journaliste bien connu pour ses prises de position sur les situations éthiques, parle du patient remarquable. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Moi, je n'avais jamais entendu parler de cette locution. Le patient remarquable, c'est celui qui est défini comme un patient qu'on ne reprendra pas en réanimation, qu'on ne prendra pas en réanimation, qu'on préférera sédaté parce qu'il est dans une situation aiguë qui peut le conduire en réanimation. Le patient, par exemple, qui a une pathologie incurable, mais il a été défini a priori comme un patient qu'on ne prendrait pas en réanimation. Ce qui pose problème dans cette chronique, si vous pouvez la lire, elle retrace un cas singulier d'un patient pour lequel ce qui pose problème, effectivement, c'est le manque d'information, l'absence d'information du patient et de ses proches sur cette attitude, quelque légitime qu'elle puisse être. Néanmoins, ne pas être réanimé, le NTBR, on le retrouve, et pas que dans les services de SAMU ou dans les services de réanimation. On le retrouve, voilà, c'est une photo d'une feuille de soins, d'un plan de soins d'infirmière dans un service de médecine de mon établissement il y a quelques semaines. Donc ce patient était effectivement, cette patiente en l'occurrence était jugée, n'était pas proposée à la réanimation. Et j'ai été appelé pour cette patiente parce qu'il y avait des questions à résoudre qui n'étaient pas résolues par ce simple acronyme. Donc c'est quand même utilisé. Et les réanimateurs, moi je n'ai pas été sensibilisé à ce NTBR. C'est quelque chose que j'aimerais qu'on bannisse de notre vocable, de notre vocabulaire, du vocabulaire de soignants. Et on a effectivement travaillé récemment, il y a 3 ans, sur les non-réadmissions, les décisions de non-réadmission dans les services de réanimation, sur une étude multicentrique intéressante en France, intéressant des médecins réanimateurs français. Ces médecins canets y ont participé également. Et on s'est posé la question de savoir comment étaient conduites les décisions qu'on pouvait prendre de ne pas réadmettre un patient en réanimation. En entendant bien un patient qu'on aurait connu, qui aurait fait un parcours dans nos services, que nous aurions pris en charge, et que nous aurions décidé de ne pas réadmettre après sur un nouveau parcours éventuel, potentiel. Eh bien, cette enquête a montré en fait que c'était une enquête déclarative, a montré que la plupart des médecins déclaraient que cette décision avait lieu à l'issue d'une procédure collégiale. Mais lorsqu'on explore plus loin cette procédure, on s'aperçoit que l'existence d'un consultant extérieur, cette procédure collégiale, est assez faible, que le patient ne participe jamais ou quasiment jamais à cette procédure, que la famille participe un petit peu plus, mais que le patient est très rarement informé. Moins de 25% des situations, le patient est informé. Par contre, la famille l'est plus dans ces situations. Il est probablement plus facile de dire à une famille qu'on ne reprendra pas quelqu'un en réanimation, leur proche en réanimation, que le dire au patient lui-même. Et peu d'associations dans ces décisions du médecin traitant ou du spécialiste d'organes. Et puis, peu de recours, lorsque j'ai dit que quand on ne fera pas, on propose autre chose, eh bien peu de recours, quand même moins de 50% dans cette situation de recours à des prises en charge palliatives, proposer autre chose quand on ne peut pas faire ce qu'on devrait faire.
Anticiper l'éventualité d'un séjour en réanimation, c'est affirmer la participation du patient à son projet thérapeutique, c'est l'informer, lui dire qu'il est susceptible un jour, dans le parcours de sa maladie, dans l'évolution de sa maladie, de pouvoir bénéficier ou pas, ou d'avoir le droit de dire ce qu'il pense à propos d'une prise en charge en réanimation. C'est aussi du fait qu'on a des techniques qui nous permettent de maintenir la vie, de la sauver, comme je le disais, parfois, c'est d'évoquer l'évolution de la maladie vers une situation incurable. Et à ce moment-là, approcher la réflexion relative aux directives anticipées. Probablement aussi préserver les proches de leur participation, de leur implication dans des décisions lourdes de conséquences ou des discussions difficiles. En anticipant tout ceci bien en amont. On s'est posé aussi la question du passage en réanimation comme un point de départ à la réflexion sur les directives anticipées. En fait, cette étude qui était exploratrice a permis de montrer que très peu de patients ayant séjourné en réanimation avaient une idée de ce que pouvaient être les directives anticipées. Cette étude avait été conduite également auprès des proches un certain nombre de personnes en avaient entendu parler, mais ne savaient pas exactement à quoi ça correspondait et ce sur quoi ça pouvait déboucher. Il y a probablement du travail effectivement à faire. Et cette question de l'intégration des soins intensifs dans les projets de soins, comme les Advanced Care Planning, comme disent les anglo-saxons, où le patient va définir avec son professionnel de santé, ses professionnels de santé, le cas échéant, et ses personne de confiance, ses proches, va définir la place de la réanimation, des soins intensifs dans son parcours de soins, comme le sont les directives anticipées. On plaide effectivement probablement pour la place du réanimateur dans ces décisions, pour que le patient, dans ses parcours, pour que le patient puisse prendre des décisions éclairer des décisions où il participait. L'idée n'est pas qu'il décide aujourd'hui pour demain, l'idée est qu'il ait entendu parler de la possibilité de prise en charge dans des services qui vont être difficiles, dans des services qui vont peut-être altérer sa qualité de vie ou entraîner des souffrances importantes, même si on fait tout ce qu'on peut pour les réduire. Donc cette idée, c'est d'anticiper vraiment la présence du réanimateur avant le séjour en réanimation, demander à ce qu'on soit sollicité en amont par nos collègues chaque fois qu'une situation est à risque. C'est pas le solliciter le matin pour l'après-midi en disant je voudrais te mettre au courant parce que j'ai quelqu'un qui risque de décompenser ou de se dégrader. C'est peut-être anticiper de façon beaucoup plus antérieure dans les parcours de soins, beaucoup plus précoce. Et puis pour nous, réanimateurs, faire l'effort de sortir de nos services, d'aller sortir indépendamment des situations aiguës, d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, c'est peut-être aussi le point le plus compliqué dans notre spécialité. Et ainsi intégrer la réanimation, l'éventualité de réanimation dans les projets de soins. Prendre le temps de l'information et de la réflexion quand on a le temps de le faire, et parce que ça prend du temps, voilà un petit peu l'idée d'anticiper la prise en charge en réanimation. Je vous remercie de votre attention. Oui, merci Jean-Philippe. Comme ça, à prime abord, on aurait pu dire de l'intervention de Jean-Philippe hors sujet par rapport aux thématiques de la journée. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui se la sont dites. Pour ma part, j'ai souhaité que Jean-Philippe intervienne là-dessus parce que je pense qu'on est en plein dans le sujet. Parce qu'on a entendu ce matin dire que la proximité ne devait pas être considérée d'un point de vue purement géographique et kilométrique. Et je pense qu'on s'est mis assez d'accord. Et il se trouve qu'il y a des sujets dont on parle comme des sujets de proximité, l'accès aux soins, au dépistage, à la maternité, et puis il y a des sujets dont on ne parle pas. Alors là, on est dans un problème de proximité relationnelle. D'accord ? Je pense que c'est sous cet angle-là qu'il faut entendre cette présentation. L'anticipation étant une réponse à la proximité, puisque mon collègue et ami, le professeur Guillaume Benoît, a clairement dit que si on pouvait critériologiser les patients, puisque tu es un adepte de la critériologie des patientes, qui sera un autre débat éthique, mais accédons même à cette proposition, eh bien, on pourrait mieux organiser les parcours. Je crois qu'on est dans le même paradigme. C'est-à-dire que ce qui va être fait de violence chez un patient qui arrive en réanimation, puisqu'on a quand même beaucoup travaillé ces questions avec Jean-Philippe, c'est la rupture. Alors oui, c'est une rupture de partir à distance en réanimation. Mais ce n'est pas la distance kilométrique que redoutent ces patients. C'est la distance de l'impréparation psychique et temporelle dans laquelle on les a positionnés ou pas positionnés.
Et donc, je pense que dans les réponses nouvelles, voilà, l'anticipation est quand même un message fort de tous les débats qu'on a dans cette journée, raison pour laquelle voilà, je pensais que la place de Jean-Philippe à nos côtés, outre des liens d'amitié qu'on a avec lui, était importante. Et dernier petit point, je pense que dans ces cas particuliers, mais il n'y a peut-être que toi qui pourrais le dire, ce serait ma seule question, les patients, justement, ces patients-là n'ont jamais posé la question de la distance kilométrique, d'accord ? Ce qui leur importe, c'est la connaissance de l'autre qui va les accueillir, avant tout. Enfin, je pense ne pas me tromper, vu que vous aviez la chance de m'avoir confié l'éditorial de la revue. Je pense que ça faisait partie aussi des éléments de réflexion. En tout cas, je ne sais pas si Jean-Philippe veut dire un mot pour conclure, et après, Stéphanie nous dira ce qui se passe pour nous, pour qu'on ait le cerveau à peu près gluténisé pour l'après-midi. Sauf s'il y avait des questions. Oui, il y a peut-être des questions aussi, excusez-moi. Je fais comme s'il n'y en avait pas, parce que tout le monde a faim. Mais allez, on peut prendre une ou deux questions. Oui, pour Aristote, la prudence, c'est une vertu. Et donc, pour moi, l'anticipation relève un petit peu de la prudence. Mais je trouve qu'en pratique, pour être dans un service de médecine polyvalente, je trouve qu'on ne sait pas anticiper pour les patients, ce qui provoque beaucoup de violence pour les patients qui se retrouvent mis dans des circuits qu'ils n'auraient pas forcément choisis parce qu'on n'a pas du tout la connaissance justement des patients. Si je peux me permettre, combien d'entre nous présents ici avons dans la poche nos directives anticipées ? Et Jean-Philippe, un petit mot de la fin. FAIM. Effectivement, prudence, mais anticipation. Les patients attendent ça de nous, c'est qu'on leur dise ce qui les attend. Quand on fait l'expérience soi-même d'être malade, même quand on est professionnel de santé, il y a des tas de choses qu'on ignore. On peut être confié, je sais pas, on va voir un spécialiste, un gastro-entérologue, un chirurgien, un oncologue. Quand on n'est pas de sa spécialité, on découvre, même ne serait-ce que pour une maladie diabétique, on découvre ce que ça va impliquer pour nous dans un parcours de soins, dans une prise en charge. Et dans une pathologie, comme je disais, pathologie chronique, je ne parle même pas des pathologies, de pathologies incurables, mais des pathologies chroniques, on n'est pas informé, nous ne sommes pas informés de la situation, de la potentielle situation aiguë on peut très bien faire un trouble du rythme cardiaque, on peut faire un infarctus avec un choc cardiogénique, on peut faire une insuffisance respiratoire sévère, on peut faire une infection sur une pathologie, et on n'est pas informé, mais moi je ne veux pas aller en réanimation, je veux tout, mais je ne veux pas aller en réanimation. C'est la même chose que le patient qui dit je veux tout, mais je ne veux pas de stomie lorsque vous allez m'opérer, quoi. C'est exactement la même chose. Le chirurgien, il ne passerait pas à l'idée de dire je vais peut-être vous faire une stomie, je ne sais pas ce que je vais trouver, mais vous allez peut-être vous réveiller avec une colostomie. Et ça, le patient, même si le patient n'est pas content parce qu'il se réveille avec une stomie, parce que le chirurgien n'a pas eu le choix, parce que c'est techniquement difficile, parce qu'il faut faire autrement, il a été informé à un moment donné. Il peut se positionner, le chirurgien fera tous les efforts. Mais sur le plan de la réanimation, c'est pareil. C'est 1 à 3% des patients d'un établissement de santé qui possèdent un service de réanimation. Ce n'est pas beaucoup de patients, mais c'est un petit monde de patients pour lesquels se pose de manière cruciale, petite population de patients, de manière cruciale, la question de l'engagement thérapeutique en peu de temps et de la fin de vie et de la prise en charge de cette fin de vie. En tout cas, alors qu'on a les moyens peut-être de prolonger la vie de façon prolongée, indéfinie ou presque. À tout à l'heure. Et on se dit qu'on essaie de reprendre le programme un quart d'heure en décalage avec ce qui était prévu, c'est-à-dire à 14h15, donc dans 1 heure à peu près.